Et je me désinfecte les mains, Bonsoir madame, monsieur, bienvenue sur le plateau Equinoxsoir, votre décryptage quotidien de l'actualité, de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Selon les derniers chiffres sur la pandémie qui commande le monde, on va le dire comme ça, depuis quelques semaines, plus de 33 milliards d'individus se sont concernés, et ce, dans 80 pays. L'Italie, à l'heure actuelle, est le pays qui paye le plus lourd tribut avec plus de 11 000 décès, suivi de près par l'Espagne, nous sommes bien en Europe, l'Espagne et la France. En Afrique, si certains pays ont mis en place des mesures draconiennes pour stopper la propagation du virus, le Cameroun, avec ses 13 mesures, continue d'enregistrer un nombre croissant de testés positifs, 142, alors que nous sommes là en attendant la sortie du ministre de la Santé publique, et de nombreux morts, 6 aujourd'hui et une dizaine de personnes guéries. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Nofele, 8 ans après. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Madame, monsieur, tout de suite, c'est le fait du jour. De 19, ces chiffres qui inquiètent. Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec le docteur Siméon Cuissu. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Otto, et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinoxsoir. Voilà, bienvenue. Vous êtes docteur en médecine de la faculté, à la faculté de médecine de Strasbourg. Nous sommes à l'est de la France, c'est bien cela? C'est ça même. Vous êtes le premier pneumologue, spécialiste des maladies respiratoires. Pneumologue camerounais, voilà, ancien plasticien hospitalier, chef des services du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil, dans le Pas-de-Calais, c'est bien cela? C'est ça, c'est exact. Tabacologue, diplômé de la faculté de médecine de Kremlin-Bicêtre à Paris, c'est bien cela? Actuellement, vous êtes praticien hospitalo-universitaire à l'UDM, Université de Montreuil. C'est exact. Voilà, bienvenue, nous allons donc tout de suite à Reims. Nous sommes dans Champagne-Ardenne, en France, où nous attend le docteur Kameni Hilaire. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Serge Alain. Voilà, bienvenue. Nous sommes à Douala, vous êtes en France. Vous êtes anesthésiste réanimateur à la polyclinique Reims-Bézanne. C'est bien cela? Exactement. Exactement. Je suis médecin anesthésiste à la polyclinique de Reims à Bézanne. Voilà. Dites-moi, vous êtes anesthésiste. Vous dites que c'est la phase la plus, on va dire, compliquée de cette épidémie. C'est-à-dire quand les patients arrivent chez vous. Décrivez-nous un peu. Oui, en fait, vous savez... Dans quel état ils arrivent? Oui, en fait, vous savez, nous, les anesthésistes, on est habitués à rencontrer les cas les plus graves. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a parlé de ce coronavirus. On a parlé des patients qui sont infectés. On a parlé des morts. Mais personne ne se pose la question de savoir comment est-ce qu'ils sont morts, pourquoi ils meurent, ces patients. Donc nous, on a la possibilité de rencontrer ces patients qui sont dans une phase critique et on est obligé de les prendre en charge à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je voulais apporter mon appui, c'est-à-dire ma contribution pour faire comprendre aux Camerounais, à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, que c'est une maladie grave. Ce n'est pas qu'un simple rhume, ça peut devenir très très grave et porter jusqu'à la mort. C'est pour ça que nous sommes habitués tout le temps, à prendre en charge ces patients. Voilà, docteur, vous avez suivi, anesthésiste et réanimateur, ils sont chargés de prendre en charge, on va le dire comme ça, certains patients qui arrivent dans un état plus ou moins critique, mais ils doivent faire leur travail. Vous, en tant que pneumologue, quelle peut être votre contribution? Parce qu'on sait que c'est une maladie qui attaque les poumons respiratoires, on va le dire. Bon, je pense que le rôle du pneumologue dans cette affaire, c'est essentiellement d'établir un diagnostic de certitude, d'établir que le poumon est atteint, à quel niveau d'atteinte on se trouve et comment il peut être soigné à ce stade-là. Oui. Voilà. Mais comment on comprend qu'il y ait autant de morts? Ça veut dire que les malades arrivent à un stade où vous ne pouvez plus rien,
pour les pneumologues? Oui, l'atteinte pulmonaire, c'est l'atteinte la plus sévère dans cette maladie. Et les patients qui arrivent en réanimation, ce sont des gens dont les poumons sont déjà au stade de fibrose pratiquement, dont ils ne peuvent plus faire passer l'oxygène du sang, du poumon vers le sang. Donc l'organisme manque d'oxygène à ce moment-là. Et c'est souvent la raison pour laquelle ces patients vont mourir. Mais connaissant nos plateaux techniques, parce que depuis un certain temps, on parle du manque d'appareils pour respiratoire. Sur Ça veut l'ensemble, dire que quand on atteint ce stade, on est condamné à mort, c'est ça? je ne saurais pas dire ça. Sur l'ensemble du territoire, je ne peux pas dire si si les hôpitaux sont bien équipés ou pas. Mais là où je Dites-nous quel est travaille, l'état actuel du plateau technique en termes de ces machines-là. là où je travaille, on n'a pas ces machines. Vous n'avez pas ces Pour être machines? simple, oui, on ne peut Donc pas. si vous avez un cas à Banganté, qu'est-ce que vous faites? On va le transférer à Yaoundé ou à Douala. Avec une assistance, avec une ambulance médicalisée. Oui. Voilà, c'est ça la réalité. Et ça coûte quand même, non? Ah, ça coûte cher, c'est sûr. Et ceux qui n'ont pas ces moyens-là? Monsieur Outou, je suis désolé, mais je ne sais pas ce qu'on fera. Hein. Ça, je pense que c'est une question, c'est pas aux médecins qu'il faut poser cette question. Hein. Oui. C'est aux gens qui ont la charge d'équiper les hôpitaux, de former des compétences médicales. Parce que ce n'est pas seulement une question d'appareil, hein. Oui. C'est aussi une question de compétences médicales. Parce que si on me donne à moi, aujourd'hui, là où je suis, un appareil de respiration artificielle, je serais bien content, mais je n'ai pas l'habitude de manipuler. Oui, donc je ne pourrais pas être très utile aux patients. Ok. Nous allons donc prendre la direction de Miami, où nous attend Perrin Smith Noussi. Bonsoir Perrin. Bonsoir Serge. Voilà, vous êtes le président de l'association des Camerounais de Floride du Sud, CASF Miami. Vous êtes policier fédéral. Oui, exactement. Voilà, vous nous intéressez dans ce sens où vous êtes actuellement suivi, vous êtes un patient, hein, vous avez été contaminé au Covid-19, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Dites-moi, Perrin, comment tout ça a commencé? Vous m'avez parlé du 18 mars, le jour où le Cameroun, le Premier ministre chef du gouvernement, nous faisait comprendre que le gouvernement avait pris 13 mesures. Vous, c'est ce jour-là que on vous a dit que vous étiez contaminé au Covid-19. Comment tout ça a commencé? Dites-nous, Perrin. Oui, exactement. J'ai commencé à exhiber les symptômes. C'était le mercredi 18 mars. Parce que comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je travaille à la police fédérale, donc je suis régulièrement en contact avec le public général, le public en général. Donc j'ai l'impression d'avoir contracté la maladie la veille, parce que j'ai été en contact avec des personnes qui présentaient des signes, mais que je n'ai pas directement, dans le cadre de mon travail, j'ai pas trop prêté attention parce que j'étais concentré sur autre chose. Donc quand je suis rentré chez moi le mardi, qui était le 17, non, le mercredi matin, donc le 18, je me suis endormi, j'avais pas de problème. Je me suis réveillé vers 16 h, j'ai ressenti une bouffée de froid. Je me suis dit que c'était pas grave, donc j'ai pris quelques médicaments pour les maux de tête. Je savais que bon, de toute façon, ça va aller. Et puis, je ressentais aussi les maux de tête. Donc, après, vers 18 h, je ressentais le froid qui s'aggravait, les maux de tête qui devenaient très violents. J'avais comme la gorge qui démangeait, donc un peu comme un début de grippe. Et directement, j'ai demandé à mon épouse vers 19 h de m'amener aux urgences. Quand nous sommes arrivés aux urgences ici, pas loin de la maison, j'ai constaté que les hôpitaux avaient mis en place des structures, par exemple des tentes géantes à l'extérieur des hôpitaux. Donc maintenant, on ne vous admet plus, on n'admet pas que vous entrez dans l'hôpital tant qu'on n'a pas diagnostiqué exactement de quoi vous souffrez, de peur de contaminer les autres. Donc quand vous arrivez à l'hôpital, quand je suis arrivé aux urgences, première des choses, ils m'ont tendu un masque comme celui-ci, un cache-nez, donc que j'ai directement mis sur le visage. On m'a demandé de désinfecter les mains. Et puis après, on m'a donné des gants plastiques de portée. Et puis je me suis mis sur la ligne pour aller dans la tente. Donc quand je suis arrivé à l'intérieur de la tente, il y avait différentes stations. On a pris ma température qui était très élevée. Et puis on a constaté, je leur ai expliqué les symptômes. Ils m'ont envoyé dans un deuxième. Très élevé,
La température très élevée, c'est-à-dire? Je ne sais pas comment dire ça en Celsius, mais c'était 100.2. 100.2, je passe en Fahrenheit. Combien? 100 degrés Fahrenheit. Oui, combien de degrés? On veut comprendre. Ici, ça fait peut-être 38,5, 39. 38,5, 39, selon le docteur Cussu. Par là, voilà. Voilà, allez-y donc. Quelque chose comme ça. Donc après, on m'a envoyé dans une deuxième station. Et là aussi, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la même situation, qui grelottaient, qui avaient froid, qui avaient de la fièvre, qui avaient aussi le cache-nez. Quand je suis arrivé à une station, on fait par exemple une machine qu'on déplace pour faire par exemple le X-ray, comment tu dis, la radio de l'appareil du cœur, du poumon, pour voir si c'est aggravé. Et là, comme je n'avais pas de troubles respiratoires, ils m'ont dit, vous avez les symptômes, on a l'impression que vous avez le Covid-19, mais on n'a pas de test kit, on m'a pas fait le test du Covid. Il n'y avait pas de test kit parce qu'apparemment il y a pénurie dans beaucoup d'hôpitaux et on ne teste que les gens qui sont déjà presque agonisants. J'ai vu par exemple il y avait des gens qu'on envoyait qui avaient par exemple des difficultés à respirer, qu'on faisait passer devant moi et qu'on envoyait directement par exemple à l'intérieur. Et c'est là-bas qu'on faisait, à l'intérieur de l'hôpital lui-même, et c'est à l'intérieur qu'on faisait les tests. Donc moi on m'a fait rentrer, mais on m'a dit pour rester à la maison pour 14 jours. Et pour le confinement, mais sans test. Donc le matin, comme je suis vétéran de l'armée américaine, je suis en fait suivi par l'hôpital militaire qui est à 1 heure de chez moi. Donc le lendemain, jeudi, tôt le matin, mon ami qui était à la maison en ce moment m'a conduit à l'hôpital militaire de West Palm Beach. Et arrivé là-bas aussi, ils m'ont directement admis aux urgences parce qu'à l'entrée de l'hôpital militaire aussi, ils avaient établi tout un dispositif. On vous prend la température au portail. Ma température étant élevée, on m'a envoyé directement aux urgences. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a mis dans une salle pour m'isoler. Voilà. Et c'est dans la salle qu'on a refait maintenant le test du Covid lui-même. Donc j'ai passé toute la journée dans la salle isolée là-bas, d'isoloir aux urgences. Et puis dans la soirée, ils m'ont dit, vous rentrez et vous éloignez complètement de la famille. Donc vous allez vous confiner. Moi, on ne m'a pas gardé aux urgences parce que je n'avais pas de troubles respiratoires. On avait besoin que je libère on libère les chambres en fait pour ceux qui sont déjà mourants ou bien qui nécessitent directement de l'appareil respiratoire. Donc je n'en avais pas besoin parce que je ne présentais pas les signes qui montraient que j'avais besoin de ça. Donc on m'a demandé de rentrer. Je suis rentré chez moi depuis jeudi, ça c'était jeudi. Dans la soirée, on m'a demandé de rentrer. Je me suis enfermé j'ai pris un côté de ma maison, je me suis complètement enfermé, donc j'ai pas vu ma famille depuis ce jeudi-là. On se parle par téléphone, ma femme dépose la nourriture à la porte et puis elle redescend. Et puis c'est comme ça. Donc c'est comme ça en fait chez moi que la maladie s'est manifestée. 4 jours après, lundi, ils m'ont appelé pour me dire justement que le Covid était positif et qu'il fallait que je continue. Et ils m'ont donné un tas de médicaments, des antibiotiques. Donc c'est ça que je prends et on m'a demandé de prendre ça pendant 14 jours. Et si après les 14 jours, je ressens toujours les symptômes de la maladie, fièvre, mal de tête et tout ça, de les appeler. Ils vont m'envoyer les médicaments à la maison, je vais me reconfiner pendant encore 14 jours. Mais dans le cas contraire, si je n'ai pas les signes de la maladie, de prendre un rendez-vous. Cette fois-là, ce sera sur rendez-vous, de prendre un rendez-vous, de repartir à l'hôpital militaire, de se faire retester. Et si c'est négatif, je serai enfin libre de retrouver ma famille, mes amis et mon travail. Voilà, Perrin, vous parlez des médicaments. Il s'agit de quels médicaments? Ils m'ont donné du Tylenol 1000 mg, ils m'ont donné des amoxicillines, ils m'ont donné du Tamiflu et ils m'ont donné Adoxa. Donc ça, c'est les 4 médicaments qui m'ont prescrit. Merci, Perrin. Docteur Cussu, ce protocole-là, ça peut marcher partout, même ici? Non, je pense qu'ils ont fait un traitement compassionnel, c'est-à-dire qu'ils ont un malade devant eux, ils ne savent pas exactement quoi lui donner, ils ont donné ce qu'ils peuvent donner. Le Tylenol, c'est le paracétamol, et le Tamiflu, c'est un médicament qu'on a donné quand il y avait la menace de grippe aviaire. Oui. Donc ils se sont dit, c'est un antiviral, peut-être ça peut marcher dans son cas. Peut-être ça pourrait marcher dans son cas. Oui. Ils sont dans le doute. Hein. Je comprends la situation des médecins. Ils n'ont pas de médicaments. Ils savent que le Tamiflu était efficace contre la grippe aviaire qui a menacé le monde il y a quelques années. Oui. Donc ils se sont dit, on va l'essayer dans cette maladie qui est aussi due à un virus. C'est comme ça que je comprends leur comportement. Quand un antibiothérapie qu'on l'a donné, ça n'a aucun intérêt. Ok.
isolé. Oui, et docteur, vous avez établi un circuit de contamination. On sait que depuis, il y a ce vol-là du 17 mars. Le ministre de la Santé publique a fait 2 sorties déjà pour inviter les passagers à se rendre auprès des services pour que ces personnes-là soient testées. Mais rien ne fonctionne jusque-là, sauf quelques-uns ont pu se présenter. Mais on constate quand même qu'il y a déjà des gens au Cameroun. Ça veut dire que la contamination est en train. Ces personnes-là, peut-être qu'ils ne se sont pas rendus pour ces tests-là, sont avec nous dans la société et la contamination poursuit son bonhomme de chemin. C'est exact. Et vous avez établi un circuit. Je n'ai pas établi, j'ai fait un petit schéma pour expliquer, c'est pas moi qui l'ai établi, ce sont les savants qui ont fait la recherche épidémiologique, qui ont établi ces circuits-là. Je peux vous l'expliquer, j'ai pas le... oui, allez-y. J'ai pas le dessin pour vous montrer, j'ai pas pu le faire comme je voulais le faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le coronavirus 19, c'est un virus. Et un virus, ça vit dans une cellule vivante, chez l'animal ou chez l'homme. Donc, on ne peut pas être contaminé autrement qu'à partir d'un homme qui est malade, d'une personne qui est malade. Bon. Ce malade-là, il va tousser, il va éternuer, et quand vous toussez, vous éternuez, il y a des gouttelettes salivaires invisibles que vous lancez dans l'air, et ces gouttelettes, pour celles qui sont plus grosses, vont se déposer sur toutes les surfaces qu'il y a devant vous. Là, je parle maintenant, si j'avais cette maladie, votre table serait pleine de virus, là maintenant. Et toutes les surfaces, les tables, les bancs, les chairs, les verres, les assiettes, tout ce qui est devant le tousseur malade. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, quelqu'un qui passe, qui va toucher la surface, il prend le virus dans sa main. C'est invisible, donc il ne le voit pas, il ne sait pas. Ce virus peut rester des heures, parfois des jours. Chez certains virus, il paraît que ça reste même jusqu'à 8 jours. Donc ça veut dire que pendant quelques jours, toute personne qui touche la surface sur laquelle la personne a toussé va prendre des virus. Et ensuite, il lui suffira de faire le geste que nous faisons tous automatiquement sans faire exprès, de toucher sa figure, sa bouche, son nez, ses yeux. Et hop, c'est parti. C'est bien ça. Alors, j'ai effectivement hospitalisation à l'hôpital Chiviri Brescia, qui est effectivement un des plus grands hôpitaux non seulement de l'Italie, mais de l'Europe, en termes de dimension. Alors, vous accueillez les malades, les patients du Covid-19 ? Oui, bien évidemment. Comment ça se passe dans l'unité traumatologie ? Comment ça se passe dans l'unité traumatologie ? Alors, en particulier dans l'unité traumatologie, nous sommes concernés d'une façon directe par cette pandémie. D'une part parce que au niveau de la région, il y a eu toute une réorganisation de la traumatologie parce que ils ont fait un modèle dans lequel toutes les spécialités qui ne concernent pas directement la gestion des patients Covid ont été, centralisés, c'est-à-dire dans toute la région, il n'y a que 2 centres qui s'occupent de la traumatologie actuellement et il y a
la plupart des autres centres ont été dédiés entièrement à la gestion des patients disons, qui ont le Covid. Dans notre contexte, les unités de traumatologie sont divisées, sont séparées, c'est-à-dire qu'il y a des parcours spécifiques pour les patients positifs et il y a des parcours spécifiques pour les patients négatifs. Ça, c'est quelque chose d'indispensable sur lequel j'insiste parce que il faut dès à présent créer ce genre de parcours dans les centres hospitaliers, également chez nous, si ce n'est pas déjà le cas. Sinon, les hôpitaux risquent de devenir pratiquement des centres de contamination parce que effectivement, le nombre de patients, que ce soit les patients, que ce soit le personnel sanitaire, ça risque d'être un endroit, un lieu où quelqu'un peut entrer étant négatif, mais il sort ayant contracté la maladie. Donc, il y a tout un parcours différent en fonction de la positivité ou non du patient à cette pathologie. Ok. Docteur Teda, ce matin au réveil, on avait les chiffres, 11 000 morts en Italie, 833 en 24 heures. Tous ces chiffres-là, ça traumatise? Comment vous vivez avec ces chiffres? Comment vous vivez avec ces chiffres-là? Oui, c'est une situation assez difficile. C'est une situation assez difficile parce que non seulement ce qu'on suit, ce qu'on écoute aux médias, c'est quelque chose, mais la réalité sur le terrain est encore plus terrifiante parce que je dis bien, il faut se rappeler que ces chiffres, il faut les voir à la hausse parce que, disons que ça tient compte des patients qui ont effectivement été testés. Mais la réalité, c'est qu'il y a une partie des patients qui ne sont pas testés, d'une part parce qu'ils sont gérés à domicile, c'est-à-dire ils présentent les symptômes, mais ils sont maintenus à domicile, et donc ils ne rentrent pas directement dans le décompte des personnes positives. Donc il faut tenir compte de ça. Donc ça fait que non seulement il y a une autre partie des personnes qui malheureusement peut-être décèdent ayant déjà la pathologie, mais disons ne rentrent pas dans les chiffres officiels. Donc déjà, ça c'est la première chose qu'il faut dire. L'autre chose, c'est que déjà l'Italie a mis sur pied des mesures de quarantaine, de confinement assez strictes. Je dois dire peut-être avec un peu de retard. Et c'est pour ça que je pense que déjà chez nous, il faudra qu'on sensibilise énormément, je dis bien énormément la population à prendre conscience que c'est une situation qu'il faut prendre au sérieux parce que malheureusement l'ennemi invisible, ça peut porter à une certaine négligence, à une certaine, on va dire, à minimiser un peu la situation. Malheureusement, c'est ce qu'il y a eu un peu au départ dans le contexte italien, d'une part par rapport au gouvernement et d'autre part surtout par rapport à la population. Parce que, il faut le dire, la population, et ça veut dire chacun de nous, donc ça a un rôle à jouer dans la gestion de cette situation parce que je vais prendre l'expression utilisée par un de mes mentors qui dit dans ce contexte, si on est dans un contexte où votre santé dépend des autres et la santé des autres dépend de la vôtre, alors ça signifie chacun de nous malheureusement pourrait être un porteur sain de la maladie. Donc les mesures doivent être appliquées au niveau personnel. Donc chacun doit se responsabiliser pour éviter la transmission de cette maladie. Initialement, il y a eu une certaine panique au niveau de la population italienne, mais au fur et à mesure, tout le monde est rentré, dans les mesures qui ont été mises sur pied par l'organisation, par le gouvernement. Et il y a une gestion autant du point de vue sanitaire que du point de vue économique. Ça veut dire les mesures de confinement, depuis quelques jours, sont associées à des mesures économiques. Et c'est quelque chose dont il faut vraiment tenir compte chez nous, chez nous au Cameroun, d'autant plus vu le travail, le type de travail que la majorité de la population exerce, qui est un travail surtout de type qui dépend entièrement du gagne-pain journalier. Donc ça fait que les mesures de confinement doivent être forcément associées à des mesures économiques. Ça, c'est inévitable. Okay. C'est-à-dire dans les communes, pour les communes, l'Italie pratiquement le gouvernement italien a dédié pratiquement 400 millions d'euros, ce qui permet de soutenir avec les besoins, les vivres de première nécessité, les familles, disons, les plus démunies. Donc ça sont ça c'est par exemple quelque chose qu'ils ont appliqué, qui est en application depuis quelques jours.
Disons que du point de vue sanitaire, comme je disais, puis il y a déjà eu cette réorganisation là au niveau de la région. Ça veut dire, parce que je rappelle bien que la Lombardie, qui est la région dans laquelle Gerzers est, disons, est effectivement la région où il y a pratiquement à moitié des cas au niveau, disons, au niveau italien. Donc pratiquement, c'est une région où il y a énormément de cas. Et dès lors, ils se sont réorganisés. Donc il y a des centres qui ont été dédiés subitement, dès le début, uniquement à la gestion de ce cas-là. Toutes les activités non urgentes ont été tout simplement annulées. Et effectivement, les patients alors, sont gérés autant au niveau, disons, du centre hospitalier, mais également, on va dire, sur le territoire, dans le sens où les patients qui ne présentent pas des symptômes graves, c'est-à-dire des symptômes d'insuffisance respiratoire grave ou d'autres symptômes, sont maintenus en isolement à domicile et les contacts familiers autres sont directement retracés et si possible, ils sont soumis également au test. Alors, pour les patients qui présentent des symptômes graves d'insuffisance respiratoire grave, ils sont hospitalisés. Et disons, au niveau de l'hôpital également, il y a des unités où il y a des patients qui sont en général stables, qui ont les symptômes, mais disons qui ne présentent pas des caractéristiques graves d'insuffisance respiratoire grave. Maintenant, il y a les unités de thérapie intensive où il y a les patients qui sont les plus, disons, qui ont des tableaux cliniques assez délicats, qui sont justement les plus graves, quoi. Donc, grosso modo, ça, c'est la distribution qu'il y a. Donc, ça fait qu'il y a effectivement déjà au niveau du territoire une task force qui est composée de médecins, d'infirmiers et de secouristes qui s'occupent de la gestion des cas. Ça, c'est une mesure particulière que la Lombardie est en train d'appliquer. Bon, ce n'est pas peut-être le cas encore dans d'autres régions, mais ça veut dire qu'il y a cette unité-là qui s'occupe de gérer à domicile les cas positifs, d'une part pour éviter la surcharge des hôpitaux, qui, bien évidemment, sont déjà qui sont déjà pleins. Voilà. Et il n'y a pratiquement plus de place. Voilà. Et justement, pour éviter d'arriver, disons, à des tableaux cliniques plus graves, quoi. Je ne sais pas ça. Voilà, merci, docteur Teda. On revient à vous. Docteur Kouissu, vous suivez cette actualité de près, vous voyez ce qui se passe autour de nous, vous voyez ce qui se passe en Europe. Est-ce que lorsque vous regardez ce qui est fait au Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça me fait peur. Ça vous fait peur? Oui, ça me fait peur, sincèrement. On a pris 13 mesures, on a pris un ensemble de mesures. Oui, mais on constate que c'est les Camerounais eux-mêmes qui piétinent, on va le dire comme ça, ces mesures. Je ne voudrais pas créer la panique chez les gens, mais il faut quand même voir quelque chose. Les mesures sont bonnes. Mais c'est difficile de les appliquer, les 13 mesures. On vous dit, restez confinés à la maison. D'accord, c'est bien. Si vous avez une maison de 2 pièces dans laquelle vous êtes 10, le confinement, il est tout à fait aléatoire. Si j'ai une grande maison dans laquelle il y a ma femme et moi qu'on a 4 pièces, c'est pas un problème. On n'a pas encore parlé de confinement. Hein. Non, les 13 mesures, il y a le confinement dedans. Non, restez chez vous. Les enfants, oui. Ah oui, si vous voulez, oui, disons. Les cours sont arrêtés. On a limité à plus de 50 personnes. Oui, mais regardez, les enfants qui ne vont pas à l'école, certains, la plupart, ils sont à la maison, mais beaucoup sont dehors. Voilà. Ils vont jouer au football, ils vont vendre leurs bonbons dans la rue. Les parents ne sont pas là, certains parents ne haussent pas le ton. Donc, ces mesures sont bien, mais il faut qu'elles soient appliquées. Et j'ai un peu peur, moi, que ce désordre. Bon, c'est la faute de nous tous. Hein. Oui. C'est la faute des personnes. Moi, je vois des gens qui se comportent comme s'il n'y avait rien du tout au Cameroun. Hein. Vous êtes barman, on vous dit fermez le bar. On peut discuter sur le bien fondé de la mesure, mais ce n'est pas ça le problème. Donc on a dit fermez les bars. Vous fermez le bar et vos amis et vous êtes dans le bar en train de boire. Ça ne sert à rien. C'est que vous, comme barman, n'avez pas compris l'importance de cette mesure-là. Hein. C'est ça le problème. Donc, il y a les populations qui ne comprennent pas, soit parce qu'ils sont indisciplinés, soit parce que réellement ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment expliquer aux rois de terre, aux gens, de quoi il s'agit. Et puis il y a le pouvoir public aussi, qui ont le rôle non seulement de dicter les mesures, mais aussi de veiller à leur application.
C'est ça le problème, on est tous responsables dans cette affaire. Okay. Il faut bien comprendre les médecins dans cette affaire. Les médecins, ils interviennent en bout de course. Oui. Les médecins? Oui. En bout? Ben oui, c'est quand vous êtes déjà malade, gravement, qu'on vient voir le médecin. Oui. Mais tout s'est joué avant. La contamination, la prévention, tout s'est joué avant. Vous avez vu chez le médecin quand c'est déjà trop tard. Vous êtes étouffé, vous n'avez pas d'oxygène, le pauvre médecin n'a même pas l'appareil pour vous donner l'oxygène. Donc le médecin intervient en bout de course. Ok. Voilà. Voilà, nous prenons la direction de la France, en Champagne-Ardenne, où nous attend le docteur Kameni. Il est là. Une fois de plus, docteur, bonsoir. Dites-nous, comment vous gérez ce flux-là? On voit des images qui nous viennent de France. Comment vous gérez le flux de patients chez vous? Alors, Serge Alain, ce que je veux dire, en ce qui concerne cette pathologie, il faut savoir que nous sommes habitués à voir des cas graves. Et on se demande, comment est-ce qu'une pneumonie peut partir? Comment est-ce qu'un patient peut partir d'une simple pneumonie à se retrouver à la réanimation et presque à la mort? Et c'est simple, c'est parce que ce patient, il n'a pas d'oxygène. Vous voyez, l'organisme, normalement, il est fait pour vivre avec l'oxygène. Puisque à partir du moment où le virus entre dans votre poumon, il va se loger dans une cellule de votre alvéole. L'alvéole, c'est l'unité fonctionnelle du poumon. Donc, cet oxygène qui devrait traverser normalement l'alvéole, entrer dans le sang, ne peut plus traverser parce que la paroi de l'alvéole et la paroi du capillaire sanguin est endommagée. Et du coup, le patient, il se retrouve en asphyxie. Il n'a pas d'oxygène. À ce moment, il faut lui donner de l'oxygène. Mais le cœur, à ce moment, va chercher à compenser ce manque d'oxygène en augmentant sa fréquence cardiaque. Donc, le cœur va battre plus fort, plus rapidement, mais ce n'est pas efficace parce que l'organisme a besoin de cet oxygène qu'il n'arrive pas à avoir. Donc, vous avez un patient qui a une défaillance respiratoire qui va se traduire en une défaillance cardiaque parce que le cœur qui bat rapidement n'a pas le temps de se remplir pour être efficace dans la phase systolique quand il va pousser du sang. Et du coup, vous aurez une hypotension. La tension sera basse. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que si la tension est basse, les reins qui sont débutés à filtrer le sang ne reçoivent plus ce sang. Et du coup, nous avons une défaillance, une autre défaillance d'organes. C'est-à-dire que vous avez un patient qui a une défaillance respiratoire, une défaillance cardiaque et une défaillance rénale. Donc on se retrouve avec un patient qui a une défaillance multi-organique et qui a besoin d'être soutenu. Il n'aura plus besoin de l'oxygène, de la simple oxygène, mais il aura besoin d'une assistance respiratoire. À ce moment, nous intervenons, parce que nous intervenons sur un patient qui est en gaspille, qui est en train de tirer, il n'arrive pas à respirer, il lui manque l'oxygène, il souffre, il suffoque. Il vous regarde, vous regardez sa face, il a une faciès de la peur, cette sensation de mort imminente. Alors, nous l'amenons en réanimation pour le réanimer. Et la réanimation, ça se passe comment chez nous actuellement? Parce que ce patient, il a tellement souffert, il est conscient. La première chose que nous faisons, c'est de le mettre en coma pharmacologique. Donc, on va l'endormir et on va l'intuber. L'intuber, pour nous, c'est lui passer une sonde dans sa bouche qui va rentrer dans la trachée et cette sonde sera connectée à un respirateur mécanique qui va respirer pour lui de façon physiologique. Parce que c'est nous qui allons mettre la valeur du volume courant et à la fréquence que nous voulons. Une fois que ce patient est stabilisé, que nous l'avons techniqué, c'est-à-dire techniqué pour nous, c'est quoi? C'est lui mettre un cathéter veineux central. Donc on va lui mettre un cathéter dans une de ces grosses veines qui va peut-être au niveau de la jugulaire ou au niveau de la subclavière. Et ça va nous permettre, de faire des prélèvements de sang, de lui mettre des infusions, des transfusions, 3, de lui faire de l'alimentation, parce que ce patient sera alimenté, et ça peut même nous permettre de faire un monitorage hémodynamique invasif. Après le cathéter veineux central, on va lui mettre un cathéter artériel. Le cathéter artériel, ça va nous permettre à chaque battement de son cœur d'avoir une valeur tensionnelle. Et en plus, ça va nous permettre de mesurer la quantité de sang
l'oxygène qu'il a dans son sang, parce que ça nous permet de mesurer les gaz du sang. Puisque nous lui donnons de l'oxygène qui va passer par ses poumons, et nous voulons être sûrs que cet oxygène arrive dans le sang et donc dans nos organes. Ok. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va veiller à ce que ce patient ne soit pas pratiquement, enfin, on va commencer le traitement antibiotique, antiviral, on va essayer de sonder sa vessie pour voir s'il continue à uriner. C'est beaucoup de travail, c'est trop lourd après. Donc, ce que je veux dire, c'est que le patient qui arrive en réanimation, c'est un patient qui est très lourd. C'est pour ça que pour nous, les pays sous-développés qui n'avons pas assez de plateaux techniques capables de recevoir ces patients graves, la chose fondamentale que nous devons faire, c'est d'empêcher les patients infectés de devenir graves. Et ça, c'est très, très important. Parce que c'est coûteux en termes de matériel, c'est coûteux en termes de personnel, c'est coûteux en termes de personnel qualifié et même de matériel. Parce que là, pour moi, pour intuber ce patient, je veux m'habiller de la tête aux pieds d'une façon très stérile. Et tout ça, c'est du matériel qui est usé une seule fois. Une fois, on va le jeter. L'oxygène qu'on met au patient, si vous prenez un patient en détresse respiratoire, vous devez lui mettre 2, 3 à 4 à 6 litres d'oxygène à la minute. À la minute. Et vous comprenez que ces 6 litres d'oxygène à la minute, 24 heures sur 24, pendant 14 jours, ça fait beaucoup de litres d'oxygène. Nous, on n'en a pas ça dans ces pays, dans notre pays. Donc, on va se battre. Notre lutte serait d'empêcher que les patients infectés ne soient graves. Beaucoup de cas critiques. Ok. Donc, voilà. Voilà, on revient à vous. Nous n'avons pas le plateau technique capable de faire face à cette pandémie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir. Travailler en amont. Oui, voilà, il faut revenir sur terre. Parce que c'est quand même établi que il n'y a qu'environ 2% des patients qui vont s'aggraver. Oui. Donc il faut revenir sur terre, il faut empêcher. On dit le bon sens populaire, hein, c'est vaut mieux prévenir que guérir. Et dans le cas du Covid-19, c'est encore plus vrai. Il faut prévenir, il faut mettre tout l'accent sur la prévention. Quand les gens arrivent en bout de course, il n'y a plus grand-chose à faire. On peut les sauver. Quand certains ont la chance d'être sauvés, même dans les séries d'animation les plus pointues, on va les perdre. Et tout ce qu'on sait au début de la maladie, c'est qu'on n'a aucun moyen pour prévoir ceux qui vont s'aggraver. Bon. On a quelques indications. On sait que les personnes qui ont plus de 75 ans, les personnes qui ont un diabète, une cirrhose du foie, les personnes qui ont une bronchopathie chronique obstructive, maladie due aux cigarettes, sont des potentiels candidats à l'aggravation et peut-être au décès. Donc, quand vous avez des patients comme ça dès le début, vous savez qu'ils risquent de s'aggraver, donc il faut les soigner tout de suite. Donc, si on avait un médicament, puisqu'on parle de chloroquine et d'autres, on va en revenir si vous permettez. Oui, si vous avez un médicament, c'est pas quand ils sont en réanimation qu'il faut donner, c'est là, au début, tout de suite, qu'il faut donner ces médicaments-là. Donc, les mesures de prévention sont l'essentiel dans la prise en charge de cette pandémie. Prévention, prévention, prévention. On reviendra dessus, je suppose, pour reparler de ça, expliquer aux gens l'importance et les méthodes, les modalités de la prévention. Vous n'avez pas terminé avec votre circuit de contamination? Pas tout à fait. Oui. On en était au stade où le malade a touché la table, la surface, il a touché sa figure et le virus est entré. À partir de ce moment-là, le virus va descendre du nez, de la gorge, à la faveur de l'humidité qui tapisse les bronches, jusqu'au fond du poumon. Et là, au fond du poumon, comme disait mon confrère, les virus vont provoquer des dégâts. Ils vont entrer dans les cellules du poumon profond et provoquer des dégâts qui vont faire que, ils commencent à tousser. Ils commencent à tousser, mais c'est surtout que vous avez difficulté à respirer. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous manquez d'oxygène. Ça, alors, deux choses importantes. Hein. Il va tousser, mais la toux, en fait, n'est que le signe que quelque chose ne va pas.
Ce qui est grave, c'est que vous ne pouvez pas, vous avez du mal à respirer, vous avez une oppression thoracique et vous manquez d'oxygène. Voilà les deux choses importantes que vous allez avoir. Et à partir de ce moment-là, les choses peuvent s'aggraver de façon rapide et fatale. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà le cercle de la transmission. Bon, ce malade va ensuite, lui, faire ce que celui qui l'a contaminé avait fait. Il va tousser, il va contaminer une surface, et c'est un cercle vicieux. Oui. Et à chaque fois, on en attrape 10, 20, 30, 100 malades, ça retourne, on en prend encore 1000 autres. C'est pour ça que le 10 mars, le Premier ministre annonce 10 malades de Covid au Cameroun. Oui. Et non, je crois que c'était le 17 mars. Voilà. Et le 25 mars, nous sommes déjà à la cinquantaine, comme ça. Et aujourd'hui, on est au 29 mars, on est à 100. Regardez la vitesse de croissance. C'est la croissance qu'on dit exponentielle. C'est réel. C'est dû au mode de contamination, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous voulez, on pourra revenir sur les différentes étapes de cette transmission pour voir comment on peut agir à chaque étape de la transmission. Ok. Oui. Voilà, il est là, il est toujours là. Rapidement, quelques secondes, hein, le professeur Kameni, quelques secondes. Vous dites que lorsqu'un malade arrive chez vous, est-ce que vous, très souvent, est-ce que vous culpabilisez de ne pas pouvoir réanimer ces personnes-là? Alors, dans mon centre, nous avons eu la chance d'avoir connu déjà avant le problème en Chine, le problème en Italie, et justement, quand c'est arrivé en France, ça a commencé à Mulhouse et en Alsace. C'est-à-dire que ça nous a sonné, pour nous c'était une sonnette d'alarme, ça nous a permis de nous préparer en conséquence. Nous nous sommes préparés énormément, c'est-à-dire qu'on avait 25 lits de réa, aujourd'hui on en est à 50 lits de réa, et on est à 42 places occupées. Ok. On revient. Les informations qui nous viennent de Mulhouse. Ok, on revient après le journal, docteur Kameni. Le temps d'aller rencontrer Cédric Noufélé qui est déjà là. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, le ministre de la Santé publique annonce la création d'un fonds de solidarité. Annonce faite par le ministre de la Santé publique, une initiative, dit-il, du président de la République du Cameroun, un fonds de solidarité qui doit être opérationnel dans les tout prochains jours. Nous ferons également le point sur les nouveaux axes de riposte du gouvernement qui compte mobiliser les logements sociaux construits à Olembe pour la mise en quarantaine et le confinement de nouveaux cas positifs enregistrés dans la cité et capitale. Pendant ce temps, les Camerounais s'interrogent encore sur les mesures d'accompagnement inexistantes au moment où de nombreux pays africains ont pris ces mesures sociales et économiques pour accompagner un confinement partiel ou total dans les pays voisins. Qu'attend le Cameroun? Quels sont les axes de cette riposte? Peuvent-ils, à travers cette stratégie, enrayer la pandémie de coronavirus? Nous ferons le point dans le journal de 20h et vous verrez la difficulté que rencontre la France à pouvoir rapatrier ses ressortissants qui sont encore à Douala et à Yaoundé et qui souhaitent retourner en France. Il y a un vol affrété dans la nuit de lundi à ce mardi, un vol Air France, et de nombreux voyageurs ont exprimé leur ras-le-bol devant les installations de la compagnie Air France à Douala. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et ce traitement à base de chloroquine, le Cameroun va-t-il l'adopter au moment où une dizaine de cas ont retrouvé la santé, selon le ministre de la Santé publique? Nous en parlerons dans le journal de 20h. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal en français de Cédric Noufélé. Ce sera pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours sur 3 continents, madame, monsieur. Tout à l'heure, le 20h de Cédric Noufélé. Vous protégez. Retour sur le plateau Equinox Soir, nous sommes toujours en compagnie de nos invités. 1, ici sur le plateau à Douala, nous sommes en Afrique. 2, à Reims, nous sommes en France. 1 en Italie et un dernier du côté de Miami. On va justement commencer par... D'abord, je commence par vous sur le plateau, docteur Cuissu. Oui. Un fonds de solidarité. Qu'est-ce que
Qu'est-ce qu'on peut bien mettre dedans? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On regarde ce qui se passe autour de nous. C'est quoi? C'est un autre coup de cœur? Je me pose la même question que vous, parce qu'un fonds de solidarité, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein, on ne sait pas. Est-ce qu'on devrait laisser les Camerounais s'imaginer ce qui... Ça va donner libre cours? On aurait pu nous dire que bon, voilà, le fonds de solidarité, c'est ceci, il y aura ceci, il y aura cela. Mais les citoyens n'ont pas à imaginer ce que le pouvoir veut faire. C'est au pouvoir d'annoncer ce qu'il veut faire. On nous annonce un fonds de solidarité. On sait qu'ailleurs, les gens ont dit, je mets tant de milliards, je mets tant de 100 milliards, et si on nous dit fonds de solidarité, ça ne comprend pas. Ça demande à être précisé. Absolument. Ok. Voilà, nous allons prendre la direction de Miami, où nous attend Perrin Noussi. Perrin, bonsoir une fois de plus. Vous dites bonsoir, c'est deux questions, hein. Vous dites que lorsque vous avez contracté la maladie, vous avez bénéficié des conseils de la forte communauté camerounaise qui est là-bas, et vous allez également nous dire comment, dans l'État de Floride, on organise cette, on va dire comme ça, la riposte contre le Covid-19 du côté de Miami. Ok, oui, Serge, dans notre communauté camerounaise ici, on a une panoplie de Camerounais professionnels dans le domaine de la médecine. Ils sont tous des docteurs spécialisés dans divers domaines. Donc, ils m'ont appelé chacun pour me conseiller d'essayer un peu des méthodes naturelles, des méthodes traditionnelles, à savoir par exemple un thé chaud de citron et de ginger, du gingembre, avec du miel. Je le prends en fait 3 fois par jour. Et puis, ils m'ont conseillé aussi de faire, donc par exemple 2 fois par jour, on m'apporte de l'eau bouillie que j'apporte à la douche. Je mets une cuillerée de Vicks. Vicks, c'est un peu comme ça a beaucoup de menthol en fait. Donc je mets le Vicks et puis je couvre le visage avec la vapeur. Et puis j'aspire la vapeur là pendant en fait 5 minutes. Je le fais 2 fois par jour. Ils m'ont expliqué que c'est pour en fait détruire le virus au niveau de l'appareil nasal pour qu'il ne se développe pas, qu'il n'ait pas le temps de se multiplier, parce que c'est comme ça en fait que la maladie paralyse après le corps ou bien infecte le reste du corps. Donc ils m'ont conseillé ça, entre autres, je l'ai fait. Je ne sais pas, vous savez, quand il y a une maladie comme ça et qu'on vous donne beaucoup de conseils, vous le faites, mais après vous n'êtes pas capable de dire exactement lequel de ces méthodes-là vous a soigné. Et je voudrais aussi préciser rapidement que au niveau, par exemple, nous les Camerounais qui avons grandi au pays, on sait qu'on a généralement pris beaucoup de médicaments comme la chloroquine pour le paludisme. Et aujourd'hui, par exemple, quand on revient au pays, on nous exige toujours les cartes de vaccination de fièvre jaune. Donc, on a d'abord beaucoup de ces médicaments-là dans le corps. On a grandi comme ça, on a grandi avec des maladies qui étaient comme le choléra, par exemple, qui nous tue beaucoup au Cameroun. Je ne sais pas si, entre autres, parmi ces vaccins, parmi ces médicaments traditionnels conseillés par tous mes aînés, par mes aînés de la Floride, je ne sais pas lequel a pu marcher, mais dans tous les cas, comme je dis, je me sens nettement mieux. Je me sens mieux aujourd'hui grâce à tout ça. Et je profite pour leur dire merci. Maintenant, au niveau de comment est-ce qu'on gère le virus, comment la Floride gère le virus. La Floride, comme les États-Unis en général, comme beaucoup de pays dans le monde, on a pris le virus un peu en retard. Je vous ai dit que je travaille à la police fédérale. Donc, par exemple, chez nous, on voit le flux de voyageurs qui entrent et qui sortent des États-Unis par la Floride. Au début, le port du masque n'était pas... Je vais dire, les gens voyagent, mais ne portent pas forcément le masque. Je vais vous raconter une anecdote rapidement. Je suis allé au Canada le 3 mars, le 6 mars pour le deuil de mon cousin qui a perdu sa femme. Je portais le masque, le cache-nez. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport de Montréal, j'ai constaté que personne ne portait le masque. Et en fait, tout le monde me regardait comme si c'est moi qui venais, comme si j'étais malade en fait. Donc j'ai dû enlever mon masque rapidement parce que je devenais ridicule. Donc c'est pour dire que les gens n'ont pas pris la maladie sérieusement au début. Donc ici en Floride, par exemple, ce que le gouvernement de la Floride est en train de faire, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'autres États. Ils ont réquisitionné, par exemple, les stades de sport, les stades de football américain ou bien les grands parcs
qu'ils ont transformé en urgence, donc un peu comme j'expliquais tout à l'heure avec les salles d'urgence. On a fait par exemple des grandes tentes, des tentes géantes, dans lesquelles on a installé des lits portatifs, pour essayer de dévier par exemple les malades du corona vers ces endroits-là, parce que les hôpitaux sont déjà assez saturés comme ça. Et par exemple, pour le moment, il y a ces stades-là aussi qui sont faits pour dépister. Donc, on fait des lignes, et puis tout le monde conduit entre ces lignes-là, et puis on vous prend la température. Si la température est forte, on vous conduit dans un endroit d'isolement, et on vous fait le prélèvement nasal pour le corona. Et il y a aussi des mesures, par exemple, de confinement. Chez nous, ici, le confinement est orienté. Ça veut dire que de 22h à 6h, par exemple, personne ne sort. C'est confiné total, tout est fermé. Mais de 6h à 18h, on permet aux gens d'ouvrir les commerces, de sortir chercher à se battre pour leur quotidien. Mais après, de 18h par exemple à 22h, on permet encore aux centres alimentaires ou les pharmacies de rester ouvertes. Mais de 22h à 6h, c'est hermétiquement fermé. Donc je voudrais profiter aussi rapidement pour attirer l'attention de notre gouvernement au Cameroun. Oui. Vous savez, c'est facile, je comprends beaucoup de ces Camerounais-là. Le Camerounais moyen qui n'a pas la possibilité de nourrir ses 3 enfants, sa femme, qui paye la location, qui fait du taxi, par exemple, pour s'occuper de sa famille, mais qu'on lui demande forcément de rester confiné sans lui dire comment on va l'aider ou l'assister pendant son confinement. Je comprends pourquoi les gens sont têtus. Donc, je me dis que j'implore le gouvernement, par exemple, de trouver des mesures d'accompagnement pour le confinement. Comment est-ce qu'on oriente les gens pendant le confinement? Comment est-ce qu'on leur montre qu'ils sont soutenus, qu'ils auront toujours la possibilité, par exemple, de s'occuper de leur famille? Et aussi, par exemple, on a constaté ici chez nous qu'il y a pénurie de denrées alimentaires. Dans tous les stores, dans tous les magasins, c'est sec. Bon, c'est ce qui va aussi arriver, par exemple, au Cameroun. Donc, il faudra, par exemple, déjà savoir comment on oriente les points de ravitaillement pour que les gens ne se mangent pas dessus. Mais aussi, commencer aussi à préparer l'après-corona, ou bien si une éventuelle, par exemple, si par exemple on disait aux Camerounais aujourd'hui ou bien au gouvernement 300 cas à Yaoundé, 300 cas à Douala d'un coup, comment est-ce qu'on prépare ça? Donc le même modèle qu'on fait à Miami, ils peuvent l'appliquer là-bas, commencer à recenser les stades, par exemple, aménager, déposer des lits, appeler par exemple l'armée, le corps médical militaire, c'est ce qui se fait ici. Le corps médical militaire a prise d'assaut, est en train de soutenir le côté civil, et puis à tous les deux, ils se serrent les coudes pour aider les populations. Donc par exemple, c'est quelque chose qui peut se faire là-bas, mobiliser les stades par exemple, aménager des coins où on peut s'occuper de 100, 200, 300 cas, au cas où ça devenait grave. Mais je profite aussi pour demander à mes frères camerounais de respecter les mesures de confinement. Parce que, comme un de mes aînés, docteur, m'a dit au téléphone il y a quelques jours, le virus ne se balade pas, c'est les gens qui se baladent. Le virus ne voyage pas, ce sont les gens qui voyagent. Donc si on peut, chacun dans son coin, rester confiné, éviter les endroits publics au maximum, parce que ça évite en fait le risque de propagation. On ne sait pas qui est malade, on ne sait pas qui ne fait pas encore le virus, donc essayer de profiter de se protéger pour mieux protéger les autres en fait. Voilà, merci Perrin. Perrin parle des stades de foot qui sont réquisitionnés aux États-Unis, à Miami, pour faire simple, ainsi que des parcs. Mais ici au Cameroun, on parle du Kansika Olembe, et de 200 patients qui seront internés là-bas, confinés de ce côté-là. C'est une première mesure. Comment vous appréciez ça? C'est un petit début. Quand on réquisitionne des stades de football ou qu'on réquisitionne les logements sociaux de l'Olembe, ce qui est un problème, l'essentiel est d'avoir des locaux dédiés à la quarantaine et des locaux dédiés à l'isolement. C'est pas la même chose. Hein. Je sais que il y a un parti politique dont le président, le MRC pour ne pas le nommer, avait déjà demandé que le gouvernement mette en place des locaux dédiés à la quarantaine. Et non pas qu'on puisse mettre des gens dans les hôtels comme on l'a fait, où ils contaminent les clients. Peut-être c'était dans l'urgence qu'on a choisi les hôtels? On n'a pas le droit de faire des erreurs grossières, même dans l'urgence. Vous ne pouvez pas prendre des gens que vous considérez comme suspects d'être atteints de Covid, les mettre dans un hôtel où il y a d'autres clients, il y a des employés, il y a des réceptionnistes, il y a des gens dans cet hôtel qui n'ont pas été préparés. Et donc, on n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça. Même dans la précipitation, il y a des choses qu'on ne fait pas.
C'est sûr. Donc, Olembe, d'accord, mais Olembe, c'est Yaoundé. Il y a des gens qui Voilà, sont j'allais atteints. justement poser la Il y a des question. gens qui sont Puisqu'on atteints à parle de... Douala, Bafoussam. Voilà, Yaoundé 97 oui. cas, Douala 40, Bafoussam 4, Limbe 1. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces gens-là? C'est ça, il faudrait... On va tous les envoyer à Olembe, Yaoundé. c'est impossible. Et puis, c'est insensé. Ça multiplie les occasions de contamination des gens quand vous vous déplacez. Ok. Voilà. Docteur Kameni Hilaire, qui est du côté de Reims. Dites-nous, les mesures là-bas en France, il y a le président Macron était la semaine dernière à l'hôpital de campagne à Mulhouse. Il a pris un certain nombre de mesures. Est-ce que ça vous satisfait, vous, au niveau du corps médical? Parce qu'on a vu un avion arriver de Air France, un avion arrivé avec près de 5 millions de masques. Vous vous êtes plaint, vous, le corps médical, de l'insuffisance que vous étiez même exposé à cette pandémie. Est-ce que les choses commencent à s'arranger du côté du corps médical, de manière globale, en France? Avec cet avion qui est venu de Chine. Je crois que du côté médical, du côté du monde médical, moi je parlais plus de la réanimation parce que nous, en réanimation, on a toujours toutes les mesures de précaution possibles. Parce que nous travaillons sur les patients les plus contagieux et du coup, on a un protocole d'habillage, de déshabillage, on a tous les protocoles de stérilisation qui sont standardisés. En ce qui concerne les médecins de la ville ou d'autres personnels, il y a des masques, il y a du matériel qui est en train d'arriver. Donc, la situation, je veux dire, jusqu'à présent, est en train de s'améliorer parce que le gouvernement, il a un peu pris les choses à la légère au départ, mais avec la recrudescence des cas qui se présentent, aujourd'hui, ils sont en train d'élargir leur intervention. C'est-à-dire qu'on fait venir des respirateurs nouveaux, on fait venir des masques, on fait venir des nouveaux médicaments, parce qu'il y a même presque la pénurie des médicaments, parce que nous, en rien, on est obligé des fois d'utiliser du Curare, qui est un médicament qui nous permet de relâcher le patient et le ventiler comme on veut. Donc, des fois, on est obligé de le faire, mais aujourd'hui, on est presque en pénurie. Mais ça ne va pas tarder. Pour l'instant, ça va, je dirais que ça va. Les mesures qui sont prises par le gouvernement français jusqu'à présent sont en nette amélioration. Voilà, je vais dire ça. Et puis, dans toutes les structures, ce qu'ils ont fait a été le confinement, après le confinement, dans les structures hospitalières ou privées ou publiques, on a décidé d'arrêter toutes les opérations non urgentes, ce qui a permis de mettre à disposition des services, à mettre à disposition des médecins, du personnel hospitalier, du personnel médical, à disposition pour la lutte contre le Covid. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas de la rigolade. Parce que quand les patients ils arrivent, ils sont tellement nombreux, il faut être nombreux pour pouvoir les prendre en charge. Devant ma clinique aujourd'hui, et comme dans plusieurs autres cliniques et hôpitaux, il y a des tentes qui sont montées, qui sont des centres de triage. C'est-à-dire que le patient qui arrive, il subit tout son triage dans les tentes, et en fonction de la symptomatologie clinique qui est présentée, on l'enverra ou dans un service où il aura besoin seulement d'une oxygénothérapie simple, ou en réa, ou alors on le rendra chez lui en confinement. Okay. Donc, beaucoup de mesures ont été prises en amont. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a eu l'expérience de la Chine, on a eu l'expérience de l'Italie, on a eu l'expérience des pays, de deux pays à côté, donc on s'est préparé avant. Et j'aimerais que la même chose se passe au Cameroun, qu'on ne se retrouve pas, quand la vague va arriver, qu'on ne soit pas impréparé. Et maintenant qu'il faut le faire. Une autre chose importante que la France est en train de faire, c'est en train d'élargir les tests sur plusieurs patients et sur plusieurs personnels médicaux et sur tout le monde, et sur toute la population. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, par exemple, si on prend 100 patients, on nous dit, par exemple, au Cameroun, il y a 100 patients infectés. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas testé. Ce chiffre de tout à être vrai, parce que tout le monde n'est pas testé. Et tant qu'on sait que plus de 50% de la population infectée est asymptomatique, comment est-ce qu'on peut savoir le nombre de personnes qui sont infectées si on ne les a pas testées? Donc, je dirais que même pour le moment, on devrait normalement élargir le test à la grande majorité de la population de façon à sortir
de la population saine, ceux qui sont malades, ceux qui sont infectés, et de les mettre en quarantaine. Ok. Et c'est une des mesures qu'on a fait en France et qui marche. Ok. Voilà, docteur Cuissu, pour vous, c'est quoi? Il y en a qui parlent de confinement, d'autres qui pensent qu'il faut des tests à grande échelle pour mettre de côté et les positifs d'un côté et ceux qui sont négatifs de l'autre. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait marcher? Le confinement et les tests, ça fait deux problèmes différents. Oui. Le confinement, il y a deux façons de concevoir le confinement. Le confinement global, toutes les populations confinées, Oui. ça me paraît irréaliste. Le confinement des gens... Comme ce qui s'est passé en France, qui se passe en France? Oui, c'est difficile. Hein. Et puis, c'est pas tout le monde... Confinement total. Oui, ça c'est très difficile. Et ici, je n'imagine pas ça dans notre pays. Oui. Et puis, Ça ne peut pas marcher, le confinement total au Cameroun? Tant que je vois les Camerounais, ça m'étonnerait beaucoup. Oui. Donc, et puis, il y a le confinement sélectif. C'est-à-dire des gens qui sont suspects, des gens qui viennent des pays où il y a beaucoup de cas de Covid-19, ou des gens qui sont sur place ici, mais qui ont été en contact avec des cas suspects ou des cas confirmés. Ceux-là, ils doivent être mis en quarantaine. Maintenant, le confinement global, ça peut se remplacer, comme certains l'ont fait, hein, je crois que c'est à Hong Kong ou en Chine. Vous mettez la personne qui est malade, met un masque, dont elle ne contamine pas les autres. La personne qui n'est pas malade, met un masque, dont il ne se fait pas contaminer. Alors, dans ce cas, puisque ça marche dans les deux sens, pourquoi ne pas mettre des masques à tout le monde? Que les gens se promènent avec leurs masques. Que tous les Camerounais se mettent au masque. Ben oui, produire 25 millions de masques, c'est pas compliqué. Hein? Bon, donc tout le monde met un masque. Si je suis malade, je ne te contamine pas. Si je ne suis pas malade, je ne me fais pas contaminer. Donc ça me paraît pas illogique. Hein? Je ne dis pas qu'il faut que les responsables réfléchissent un peu à différentes solutions, plutôt que de confiner tout le monde dans une... Et en plus, le confinement global pose des problèmes économiques qu'on a indiqués tout à l'heure. Pour les gens du secteur informel qui vivent au jour le jour, qui sortent chaque jour pour chercher leur pitance, c'est un problème. Pour les gens du secteur formel, si je suis chef d'entreprise, je peux toujours travailler mes cadres, c'est avec mon ordinateur de mon bureau, mais mon usine ne tournera jamais. Tant qu'il n'y a pas d'ouvriers, je ne tournerai pas si j'ai des intrants à importer, par exemple, je ne pourrais pas tourner parce que je n'ai pas mes intrants. Okay. Donc, le confinement global pose un problème économique énorme qu'il faut étudier, voir comment concilier ça avec le confinement. Okay. Et donc, il y a peut-être une alternative. Alors, pour les masques, j'ajoute quelque chose. Oui. Nous avons dans ce pays des usines de confection. Je crois que SICAM fait de la confection, par exemple. Oui. Alors, pourquoi SICAM ou d'autres confectionnent des masques en grande quantité? Alors, on me dit, la matière première, c'est quoi? Regardez un masque, c'est quoi? C'est un bout de papier avec deux fils autour. Ouais. Même un enfant peut faire ça. Okay. Alors, pourquoi nous ne fabriquerions pas des masques à grande échelle? Nos tailleurs qui sont en chômage. C'est la contribution des SICAM hein, pour lutter contre la population. Oui, et même le tailleur... Faire 25 millions de masques. Bah, oui, SICAM. Pas lui seul. Il y a beaucoup de tailleurs qui sont en chômage maintenant, qui n'ont pas de travail. Mettre la matière première, mettre les tissus à la disposition. Même les tailleurs indépendants, vous leur donnez les conditions de travail bien stériles, bien arrangées, ils produisent des masques et l'État s'engage à racheter toute leur production. Okay. Et ça peut être de couvrir la population entière et d'éviter ce confinement qui pose de gros problèmes. Voilà, direction Brescia, où nous attend le docteur Teda Donald. Docteur Teda, pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour le Cameroun? Des masques pour tout le monde, confinement total ou bien dépistage pour tout le monde? Des tests pour tout le monde? Oui, bonsoir à nouveau. Alors, mon point de vue est assez clair parce que c'est une question, disons, sur laquelle j'ai eu à me confronter avec différents collègues. Et nous sommes tous d'accord sur le fait que ça doit être, disons, une intervention sur plusieurs aspects. Ça veut dire, on ne peut pas intervenir juste sur un aspect. C'est-à-dire, justement, par rapport à la proposition des masques, ça a été une suggestion très intéressante sur laquelle, justement, on avait déjà pensé. Et la suggestion serait de pouvoir faire des masques réutilisables. Ce sont des masques qui sont différents de ceux que le personnel sanitaire va utiliser parce que ce type de masques, par exemple, ils peuvent être fabriqués, comme disait le confrère, par un simple tailleur et il peut être effectivement fait rapidement et à grande échelle. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler parce que
certainement, si la majeure partie des personnes mettent un masque, ça réduit considérablement les risques de transmission. Parce qu'il faut dire quelque chose. Dans la personnes qui ont le virus, mais ils n'ont pas les symptômes. Donc, ça veut dire que ce sont eux qui transmettent le virus. Ce sont eux qui permettent que le virus quitte Yaoundé pour se retrouver, par exemple, à Maroua, par exemple. Donc, ça veut dire, pourtant, si cette personne met un masque, ça réduit considérablement le risque de transmission. Donc, ça, c'est justement un point, selon moi, sur lequel on peut très rapidement intervenir et produire ce type de masques-là qui n'ont pas besoin d'être, disons, comme je disais, très techniques, très spécialisés, parce que les masques, les cache-nez utilisés par le personnel sanitaire subissent un type de traitement, ils sont assez particuliers, mais ceux-ci sont de simples masques qui peuvent être effectivement produits en peu de temps. Alors, l'autre aspect sur lequel il faut travailler, selon moi, très important, c'est la fermeture, ou du moins c'est vraiment le contrôle strict des déplacements entre les villes et entre les régions. Pourquoi? Parce que initialement, les cas régulièrement sont très limités, sont très localisés. Parce que plus ou moins, c'est la situation qu'on a eue ici dans la Lombardie, avec initialement les cas étaient localisés, mais il y a eu un retard dans la fermeture de ces zones-là, et ça a permis que justement certaines personnes se déplacent et transportent le virus dans d'autres zones. Donc ça fait que là, initialement, selon moi, on pourrait déjà bloquer les villes au niveau des frontières, avec d'autres villes, limiter les déplacements, contrôler les déplacements, que pour se déplacer d'une ville à une autre, qu'il y ait, disons, selon moi, des unités de police et qu'il y ait la possibilité de pouvoir démontrer les raisons de son déplacement. Parce que si on n'applique pas déjà, si on ne bloque pas déjà, disons, les déplacements entre les zones, c'est très facile que les zones qui aujourd'hui probablement n'ont pas de cas puissent se retrouver d'ici peu avec un nombre de cas élevé. Je prends justement, par exemple, l'exemple des zones rurales. Peut-être aujourd'hui, dans certaines zones un peu reculées, zones rurales, il n'y a probablement pas de cas, mais d'ici peu, peut-être avec le flux des voyageurs, ça pourrait arriver assez rapidement. Donc ça, c'est selon moi un autre point sur lequel on pourrait intervenir. Alors, une chose importante également est le personnel sanitaire, parce que probablement, par rapport disons, à la crise qui arrive, disons, au boom des cas qui arrive, probablement on n'a pas assez de personnel sanitaire, donc il faut dès à présent fournir le matériel de protection adéquat au personnel sanitaire, parce que il y a un gros risque avec le personnel sanitaire, c'est d'une part parce que un médecin ou un infirmier ou un secouriste qui est malade, c'est une personne en moins, et ça fait ça fait un nombre considérable de personnes qui n'ont pas de soins, qui se retrouvent sans soins, et bien évidemment c'est plus de travail pour les collègues. D'autre part, un personnel sanitaire positif, ça signifie entrer en contact avec beaucoup de personnes, parce que ce sont eux qui entrent en contact avec les patients, et ça veut dire ça. Si cette personne n'est pas au courant de sa positivité, du fait qu'elle porte le virus, ça fait qu'il a la possibilité de transmettre à énormément de personnes. Donc ça signifie, donc il faut dès lors faire, disons, les tests au personnel sanitaire et fournir les dispositifs de protection individuelle. Ça, ce sont des choses très importantes selon moi. Question confinement, à mon avis, il faut absolument intervenir, il faut absolument appliquer. Merci. On va revenir à vous le temps d'aller, parce qu'il est déjà là, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Dans un instant, 100% football. Bonsoir Sylvestre Hippolyte. Au menu ce soir, Sylvestre. Bonsoir Serge-Alain. Eh bien, confinement oblige. L'actualité sportive qui est toujours elle aussi marquée par cette pandémie du coronavirus. Mais ce soir, nous allons, comme vous, faire le tour de plusieurs pays à travers le monde entier. Nous irons dans la ville de Gand où Michael Ngandou sera en direct dans quelques instants sur Equinox Légion dans 100% foot. Le défenseur central de la Gantoise, champion d'Afrique 2017 avec les Lions indomptables du Cameroun, va nous dire comment est-ce qu'il vit le confinement et l'expérience
l'expérience de son club. Quelles sont les mesures qui ont été prises par la Gantoise pour que les joueurs passent cette période de confinement dans de bonnes conditions? Nous mettrons ensuite le cap sur la ville de Oslo en Norvège où nous attend Shoot Joya Adjara, la lionne indomptable, l'une des meilleures joueuses sur le continent africain, sera également en direct ce soir sur 100% foot. Elle est l'attaquante de Valeranga, c'est à Oslo en Norvège. Nous mettrons également le cap sur la ville de Bienne en Suisse où nous attend René Sylvie Cafui, entraîneur de football, seule femme qui entraîne un club masculin du côté de la Suisse, ancienne lionne indomptable elle aussi. Elle nous dira quelles sont les mesures qui ont été prises par son encadrement technique pour que les joueurs puissent entretenir leur forme. Voilà donc le menu de cette édition de 100% foot, Serge Alain. Voilà, dans un instant donc, après qu'il en soit retrouvé Sylvestre Politizangao, surtout avec Michael Gandui. Merci, docteur Puissy, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, bonne continuation. Merci. On a toujours besoin de vous, pneumologue. On a besoin pour cette pandémie. Voilà, beaucoup de choses qu'on n'a pas dites ce soir. Ouais, le temps peut-être. Oui, découvre. Voilà, on va revenir, on va organiser. Oui, j'avais l'intention d'expliquer aux gens les choses pratiques. Oui, on va revenir. C'est promis, c'est promis. Absolument, oui. Merci également au docteur Kamini Hilaire Arens, docteur Teda Brescia, ainsi que Perens Michanoussi à Miami. Bonsoir, la diaspora.